Bonjour Eric, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire Recruter en PACA, Mission Impossible, état des lieux et bonnes pratiques, webinaire qui est organisé aujourd'hui par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Indeed. Je suis Virginie Delmas, responsable emploi compétences au niveau de la Chambre de commerce. Afin d'écouter au mieux ce webinaire, nous vous conseillons de mettre votre téléphone portable sur silencieux et de vous munir de vos oreillettes. Ce webinaire va durer 45 minutes. N'hésitez pas également à poster vos questions par écrit tout au long de la présentation. Nous y répondrons bien volontiers au fur et à mesure de ces questions. Le support qui va vous être diffusé va être adressé très prochainement avec certains éléments concernant ce webinaire. Je tiens tout d'abord à remercier vivement Eric Gras, expert du marché de l'emploi pour Indeed, que je suis absolument ravie d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Eric. La CCI Indeed a en fait souhaité s'associer aujourd'hui pour vous proposer ce webinaire autour de nos champs de compétences en termes d'emploi, qui est une thématique primordiale aujourd'hui pour les entreprises, notamment pour les TPE-PME. Eric, on ne présente plus Indeed, premier moteur de recherche mondial en termes d'emploi, avec des offres d'emploi issues de plus de 60 pays. On peut même retrouver vos offres consultables dans plus de 28 langues. Chaque seconde, ce sont plus de dizaines de nouvelles offres qui sont publiées sur votre site. Et en France, on a la chance d'avoir plus de 7 millions de candidats qui se connectent chaque mois sur votre site. C'est dire le potentiel de Indeed.fr. Vous jouez également un rôle très important et moins connu aussi du grand public dans l'accompagnement des employeurs dans leur recrutement. Vous allez pouvoir nous en parler lors de ce webinaire et nous présenter le marché de l'emploi en PACA qui a des caractéristiques assez intéressantes. Vos conseils aussi d'experts en termes de recrutement vous êtes bien utiles aujourd'hui auprès de nos auditeurs qui sont connectés aujourd'hui, souvent démunis face à un marché de l'emploi qui a été rarement aussi en tension. Donc Eric, c'est à vous. Merci beaucoup Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'animer ce webinaire. Je le précise à titre perso quand même que je suis un résident de la région PACA. J'habite dans les Bouches-du-Rhône. Donc je suis d'autant plus content de parler de notre territoire. Quelques mots très rapidement sur Indeed. Indeed a fêté ses 19 ans. C'est l'âge de mon fils. C'est pas si vieux en termes d'ancienneté d'entreprise, mais dans le monde de la tech, ça commence à dater un petit peu. Et notre mission depuis le début, c'est d'aider les gens à trouver un travail. Donc, à la base, nous étions un métamoteur de recherche, ce qu'on appelle un agrégateur, ce qui fait que toutes les offres d'emploi qui sont visibles sur le marché sont reprises automatiquement sur Indeed. C'est mis à jour 4 fois par jour. Et l'objectif, en fait, c'était d'offrir à tous les candidats qui cherchaient un job sur un seul site toutes les offres d'emploi les plus fraîches possibles, qualifiées. Donc, il y a un certain nombre de critères qualité, et surtout dédoublonnés pour qu'on ne retrouve pas 2 fois la même offre. On a 5 piliers majeurs qui expliquent un peu notre code génétique chez Indeed. La première chose, c'est que le vrai patron chez Indeed, c'est le candidat. Et donc, tant qu'on aura des candidats, on aura des clients. Et donc, tous nos développements, toute notre technologie est tournée autour des candidats. C'est pourquoi mon job, entre autres, c'est de s'intéresser à qui est le candidat. Et on va vous en parler tout à l'heure pour que notre outil soit efficace. Et donc, on tient compte des évolutions d'usage, de comportement et d'attente des candidats pour que notre outil soit efficace. La deuxième chose, c'est un modèle à la performance. Donc, c'est important pour vous de comprendre ça, c'est que parfois, il faut mettre du budget pour gagner en visibilité et pour attirer des candidats. Le budget que vous mettrez sur Indeed, on y reviendra tout à l'heure, mais ne se dépense que si des candidats vont cliquer sur l'offre d'emploi. Donc, ce n'est pas un budget qui est perdu parce qu'il y a forcément un acte d'engagement de la part des candidats qui va être lié à la dépense de votre budget. Le troisième point, c'est tout ce qui touche la data. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il y a beaucoup de croyances, notamment dans le monde du recrutement, beaucoup de biais. Nous, on se base uniquement sur la data. Et donc, toutes les preuves, tous les éléments que je vais vous exposer durant ce webinaire sont basés sur des éléments de preuve liés à la data. Et donc, c'est important de collecter toutes ces données en permanence. Le quatrième point, pour passer rapidement, c'est l'innovation. On innove énormément pour approcher l'offre et la demande. Et on sait que souvent, ces deux mondes ne parlent pas le même langage, à savoir le monde de l'entreprise, le monde des candidats. Et donc, on innove en termes d'outils pour pouvoir faciliter l'accès à l'emploi côté candidat et l'accès aux candidats côté recruteur. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est tout ce qui touche à la diversité et à l'inclusion. On verra que sur un marché tendu, et notamment sur le monde du recrutement où il y a beaucoup de biais, je le disais tout à l'heure, il est important de travailler ces points de diversité et d'inclusion pour recruter plus efficacement.
parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, les publics les plus discriminés en France sont les jeunes de moins 25 ans, les seniors et les femmes. Donc, on a encore un peu de travail à faire sur ce point-là. En quelques chiffres, donc Virginie, vous le disiez tout à l'heure, Indeed est la première plateforme d'emploi dans le monde. C'est plus de 350 millions de visiteurs uniques chaque mois. En France, c'est 7 millions de visiteurs uniques chaque mois, dont plus de 700 000 qui se connectent tous les jours en région PACA. C'est la première CV Tech de France avec près de 10 millions de CV, dont près de 300 000 sont ajoutés, modifiés tous les mois. Et il y a le côté marque employeur aussi qui est extrêmement important parce qu'il ne concerne pas que les grandes entreprises. Tous les candidats qui vont postuler, qui vont vouloir se projeter dans une entreprise, ont besoin de se renseigner aujourd'hui sur la marque employeur, c'est-à-dire sur votre réputation, et pas uniquement celle que vous communiquez à travers les réseaux sociaux, à travers votre site carrière, mais la vraie réputation déterminée par vos propres salariés ou ex-salariés. Indeed et Glassdoor, qui fait partie du groupe également, c'est la première plateforme en termes de visibilité de marque employeur. Et rien que l'année dernière en France, c'est 74 millions de visites et plus de 10 millions de notes et avis. Voici comment se situe Indeed dans le panorama des sites d'emploi. Donc, Pôle emploi reste, en termes de trafic, le premier site d'emploi, sachant que tous les candidats qui se connectent une fois par mois, au moins une fois par mois sur Pôle emploi, ils ne vont pas systématiquement pour chercher un job. On peut s'actualiser juste une fois par mois et pas chercher un emploi. Donc voilà, Indeed et Pôle emploi sont les deux sites incontournables en termes de visibilité. Col bleu, col blanc, on nous pose souvent la question, est-ce qu'Indeed est plutôt sur des profils ouvriers, techniciens ou cadres? C'est la même définition que sur Google, en fait. C'est l'exact reflet de la population active. Comme nous sommes un métamoteur de recherche, une plateforme d'emploi, en fait, toutes les catégories viennent sur Indeed. Hommes, femmes, CSP+, CSP-, toute catégorie d'âge également. Alors, un petit focus sur la région PACA. Et j'en profite d'ailleurs pendant que je parle pour vous dire de mettre vos questions dans le chat, puisqu'on aura une session questions-réponses à la fin. Donc, vos questions ne sont pas perdues, vous pouvez les poser à tout moment. Aujourd'hui, on a 85% d'offres d'emploi en plus en région PACA par rapport à février 2020, qui est le mois de référence avant la pandémie. Okay, et on a à peu près quasiment 60% d'offres d'emploi en plus en France. Donc, la région PACA est plus dynamique que l'ensemble du territoire, et notamment plus dynamique que la région Île-de-France, pour faire un petit OM PSG rapide. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas 85% de candidats en plus. Donc, si vous, en tant que recruteur, vous dites je ne comprends pas, j'ai du mal à recruter, c'est complètement logique parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de candidats. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui sur un marché extrêmement tendu. Ce qui explique aussi cette tension, c'est qu'on a un chômage qui est historiquement au plus bas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai pour habitude de dire que c'est la fin du chômage de masse. Vous allez voir pourquoi. Et donc, ce qui explique ces tensions actuelles, mais ces tensions vont durer. Il peut y avoir quelques petits sursauts de légère hausse ou de à nouveau légère baisse du chômage. Mais quand on voit cette courbe en maille un peu plus importante, retenez bien que vous pourrez regarder cette courbe du chômage dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et qu'on sera définitivement sur des taux de chômage qui vont baisser, comme c'est le cas pour tous nos voisins du nord de l'Europe depuis très longtemps. Donc la France va enfin se rapprocher d'une situation de plein emploi dans les mois et dans les années qui viennent. Une chose qui est nouvelle aussi, c'est qu'historiquement, dans chaque crise et chaque reprise économique, il y a toujours des secteurs d'activité qui tirent un peu plus vers le haut, d'autres vers le bas. Et donc, il y a, sur ce qu'on appelle les compétences transférables, des possibilités de se rattraper sur d'autres secteurs d'activité. Sur des métiers peu ou pas qualifiés, par exemple, on peut aussi bien travailler dans la grande distribution que dans la restauration, que dans le tourisme, l'accueil, le nettoyage, la sécurité, etc. Quand vous êtes sur un marché en tension, ce qui est le cas en ce moment, sur l'ensemble des secteurs d'activité, ça augmente cette tension parce que tous les secteurs sont en croissance. Donc, tous les secteurs ont du mal à recruter et donc la transférabilité des compétences devient impossible. Donc, on ne peut pas se rattraper sur d'autres secteurs d'activité qui seraient en souffrance. Et pourquoi on est de façon durable sur une baisse du chômage de masse en France? C'est cette courbe. Cette courbe, elle explique très clairement que depuis 1975, en gros, si vous êtes né et que vous êtes à peu près la même génération que moi, on a toujours connu la même démographie en France. Donc, suffisamment de jeunes actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi en France. Depuis 2020, on arrive à une situation de plateau.
Donc, la population française commence à vieillir. Et donc, on a beaucoup moins de jeunes actifs qui arrivent sur le marché de l'emploi en France. Et d'ici à 2030, 2035, on va commencer à avoir un déclin, donc une population vieillissante, et on va se retrouver dans les mêmes situations que le Japon, que l'Angleterre, que le Canada, par exemple, qui ont, par exemple, une culture de l'immigration par le travail très importante. Donc, là, pour le coup, c'est un sujet politique, je ne vais pas m'en mêler, mais tout ça pour dire qu'en fait, ils n'ont pas le choix, parce qu'entre l'offre et la demande, il n'y a pas assez de candidats, et donc, il faut importer des compétences d'ailleurs. Donc, fin du chômage de masse de façon durable, et une situation du marché de l'emploi qui va se tendre de façon durable également, même avec une croissance à zéro. C'est tout simplement mécanique. Et pourquoi c'est mécanique? Parce qu'il y a aussi les départs à la retraite. Donc même si on allonge la durée du travail aujourd'hui, ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est qu'en orange, sur tous les secteurs d'activité listés à gauche, vous avez tous les départs à la retraite prévus d'ici à 2030. Donc 2030, c'est dans 6 ans. Donc c'est demain, ok? Un peu plus de 6 ans. Et à gauche, en rouge, vous avez toutes les arrivées prévues potentielles sur ces mêmes secteurs d'activité avec les jeunes actifs qui arrivent. Et en bleu, vous avez les créations d'emplois possibles et prévues d'ici à 2030. Donc en gros, partout où vous avez un losange blanc dans les cases à droite, ça veut dire qu'à droite, c'est en déficit. Donc sur tous ces secteurs d'activité, on va bien être en déficit puisqu'il y aura beaucoup plus de départs à la retraite que d'arrivées prévues, même sur certains secteurs d'activité, on le voit très clairement, où il n'y a pas de création de postes prévue, comme par exemple la ligne des enseignants, où en gros, on ne fait que remplacer, il n'y a pas beaucoup de création nette d'emplois prévues d'ici à 2030. Si on fait un focus sur la région PACA, les secteurs les plus recherchés par les employeurs, c'est tout ce qui touche à la maintenance, à la réparation, vente, prospection commerciale, construction, magasinage, entreposage, donc tout ce qui touche à la logistique, tout ce qui touche à la restauration, la comptabilité, et vous avez la liste qui suit derrière. Je cite les 4-5 premiers parce qu'on est dans des proportions quasi similaires. En termes de métier, si on veut le traduire en métier, l'un des métiers les plus recherchés, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est tout ce qui touche au babysitting. C'est directement lié à l'emploi. Plus on bosse, quand on a des enfants, plus on a besoin d'être aidé dans sa vie personnelle. Donc, tout ce qui touche aux aides à domicile, aux babysitters, le service à la personne au sens large du terme, est un des secteurs qui va se développer le plus. Je vous disais tout à l'heure, en moyenne, 60% d'offres d'emploi en France en plus qu'avant le Covid. Sur le secteur même des services à la personne, on est entre 300 et 400% d'augmentation des offres d'emploi. Donc, on est sur un marché en hyper-croissance et en hyper-tension, puisqu'il y a mécaniquement pas autant de candidats qu'avant. Et il y a même un déficit de candidats, puisque quand on a le choix, ce n'est pas forcément ces secteurs qui sont les plus attractifs. Et donc, à compétences identiques, à salaire identique, beaucoup de candidats vont choisir des métiers moins pénibles, plus faciles ou plus rémunérateurs. Donc, sur tous ces métiers, ça crée des tensions plus fortes. Et bien sûr, on a tous les métiers liés à la santé, les métiers d'infirmier, d'aide-soignant. N'hésitez pas, une fois de plus, à réagir dans le chat. Quand vous créez un compte sur Indeed, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des insights, donc des data. Donc, vous créez un compte sur Indeed et vous pourrez voir en temps réel donc, les données du marché consolidées sur le mois d'avant par rapport à un métier. Donc, l'avantage, c'est que si vous êtes basé en PACA, mais que votre entreprise rayonne sur l'ensemble du territoire français, vous verrez qu'il n'y a pas une réalité, mais plusieurs réalités. Donc, on peut avoir à certains endroits des facilités à recruter tel type de métier et sur un autre territoire, un autre bassin d'emploi, des difficultés majeures. C'est exactement la même chose sur la région PACA. Selon qu'on recrute à Marseille, à Toulon, à Aix-en-Provence, à Avignon, à Arles, par exemple, on va avoir des tensions totalement différentes parfois sur certains métiers. Donc, je vous invite à utiliser ces données qui sont gratuites à partir du moment où vous avez un compte sur Indeed, où vous pourrez voir l'état des tensions du marché par bassin d'emploi, par territoire, par métier. Vous verrez également si ces candidats existent dans notre CVTech et quel est le profil de ces candidats dans les CVTech. Donc, vous verrez le nombre d'années d'expérience, le niveau d'études, et puis vous verrez surtout vos concurrents recruteurs. Donc, sur ce métier, sur ce territoire, quels sont les recruteurs qui génèrent le plus de clics, donc d'intérêt des candidats pour ce métier, sur ce bassin d'emploi. Et pareil, vous aurez des informations sur le contenu de la CVTech, à savoir
où ont travaillé majoritairement les candidats de ces métiers sur ces territoires. Eric, on a une question déjà de Marielle qui dit « Qu'en est-il des métiers transverses par rapport aux données qu'on a présentées précédemment et les métiers de cadre ?» Alors, l'attention, c'est la même sur tous les métiers, et c'est ce que je disais tout à l'heure. La liste, elle n'est pas exhaustive parce qu'en fait, la liste est très longue des métiers. Donc, on a fait un focus particulier sur les métiers les plus importants sur la région PACA. Si je prends l'exemple des cadres, juste pour définir cadre et non-cadre, en gros, le taux de chômage des non-cadres était plutôt entre 8 et 10%, et le chômage des cadres était déjà quasiment à 4-5%, sachant que 4%, c'est la situation de plein emploi. Donc, cette situation, elle s'est aggravée pour les cadres. Là aussi, il y a une granularité. On ne peut pas mettre tous les cadres dans la même case. Pour certaines typologies de cadres, c'est parfois plus difficile de trouver un job. Mais on est réellement en situation de tension extrême pour les cadres en France et sur la région PACA. Une deuxième question de Florence qui demande si les formations en alternance sont-elles une solution à ces problématiques d'emploi? Oui, alors c'est une solution et c'est une très bonne question puisque sur l'alternance, par exemple, avec les aides, l'impulsion du gouvernement, l'alternance a explosé en France. C'est-à-dire qu'historiquement, j'ai fait moi-même mes études en alternance. Quand on était étudiant en alternance, trouver un stage, une entreprise, c'est extrêmement compliqué. Depuis 2 ans, c'est complètement l'inverse parce que toutes les entreprises se sont mis à développer l'alternance, l'apprentissage. Et aujourd'hui, ça devient même compliqué aussi pour l'alternance et l'apprentissage de trouver des candidats. Mais c'est le meilleur moyen de trouver des candidats, de les former, puisqu'il ne faut plus s'attendre à avoir des candidats déjà formés tout prêts. Donc, on va partir de plus en plus loin en termes de compétences attendues, disponibles par rapport à ses propres exigences. Et donc, l'alternance est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir, ce que fait très bien l'Allemagne depuis une dizaine d'années. Tout à fait. En France, l'an dernier, on a eu 800 000 contrats rien que pour l'apprentissage. Donc, c'est effectivement une des problématiques nouvelles pour les employeurs parce qu'effectivement, il y a une inversion de l'offre et de la demande. On a 300 000 avant, donc on est passé de 250 000 à 800 000. Donc, voilà, l'augmentation est en effet très forte sur l'alternance. Ouais. Et même sur l'alternance, pour faire une fois de plus un peu de pub d'Indeed quand même, mais 67% des alternants ont trouvé leur alternance grâce à Indeed. Donc, si vous souhaitez recruter des alternants, une fois de plus, postez votre offre sur Indeed. Tout à fait. Florence dit effectivement qu'on ne sait pas si les aides vont être reconduites, même si le gouvernement avait parlé effectivement de les pérenniser pour un peu stabiliser aussi les aides au niveau des employeurs et éviter l'effet du stop and go. Voilà, donc on espère, puisqu'il y avait un objectif annoncé précédemment d'1 million d'apprentis, à voir effectivement d'ici la fin de l'année si cette aide de 6 000 € au recrutement d'alternants, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, va bien être reconduit sur 2024. On a une dernière question de Marie qui dit donc si, en fait, d'après elle, est-ce que tous les secteurs d'emploi sont en souffrance ou est-ce qu'il y a certains secteurs qui s'en sortent mieux? Non, il n'y a pas un secteur qui s'en sort bien. Tous les secteurs d'emploi sont en souffrance puisque cette dynamique, elle est pareille partout. Les secteurs d'activité qui progressent le moins sont en gros entre 15 et 20% d'augmentation des offres. Et il y a très rarement 15 à 20% d'augmentation des candidats. Donc, au pire, on se retrouve sur la même situation qu'avant le Covid. On a un peu oublié, c'était il y a 3 ans, mais déjà avant le Covid, on avait du mal à recruter. Et donc, ça s'est accentué sur tous les secteurs et une fois de plus, avec une certaine granularité. On vous enverra de toute façon les liens puisque on a des sites disponibles pour consulter gratuitement ces données. Donc, vous pourrez regarder par secteur d'activité pour votre région quel est l'état des lieux du marché, même après ce webinaire. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Alors, l'objectif, c'est de comprendre aussi qui sont les candidats pour mieux les attirer parce que le monde a changé, on en entend beaucoup parler, les attentes, les usages, le comportement des candidats a changé aussi. Donc, il faut coller au marché. Toujours l'habitude de dire qu'il faut traiter ses candidats comme ses clients. Quand on est une entreprise, c'est un réflexe évident que de se dire il faut que je colle au marché, donc il faut que je comprenne ce qu'est le marché, quelles sont les attentes de mes clients pour adapter mon produit, ma stratégie commerciale, ma stratégie marketing. On a complètement oublié de le faire pour les candidats, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en effet, on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a toujours eu plus de candidats que d'offres, et donc l'entreprise, le recruteur était plutôt en position de force
et donc n'avait pas besoin de se poser ces questions-là. C'était plutôt au candidat de séduire le recruteur. Aujourd'hui, on est dans un rapport inversé, et donc à partir du moment où il faut séduire les candidats, il faut les comprendre, parce qu'il y a tout un tas de techniques qui vont découler de ça pour pouvoir attirer les candidats. La première chose, comprendre que sur Indeed, on est un métamoteur de recherche, pas un simple job board, et qu'un candidat va chercher quelque chose quelque part. Un peu comme dans l'immobilier, les deux sont liés. Quel type de bien je cherche, dans quelle zone géographique? La première recherche sur Indeed, quelle que soit la typologie de candidat, d'ailleurs, cadre, non-cadre, etc., la toute première recherche qu'il va faire, dans 99% des cas, c'est la localisation. Le premier intérêt des candidats, c'est la mobilité géographique. Ça s'est accentué depuis le Covid et ça s'est encore accentué avec l'inflation et l'augmentation notamment des prix de l'essence. Pourquoi? Parce que globalement, très souvent, et notamment en région, dans notre région, on a 2 voitures dans le foyer parce que pour se déplacer, pour se rendre sur son lieu de travail, pour certains métiers où les transports en commun ne sont pas disponibles à ces heures-là, je pense à tous les métiers à faible niveau de rémunération, les femmes de ménage, etc., souvent travaillent tôt, commencent avant nous ou terminent après nous, les métiers de la restauration. Et donc, il n'est pas possible de prendre des transports en commun et donc, il faut souvent un véhicule. Et donc, si je peux me passer d'un deuxième véhicule dans la famille à salaire identique, il y a un impact direct sur le pouvoir d'achat. Au-delà de ça, il y a le temps de transport. On a découvert avec le Covid, entre guillemets, on l'a réalisé, même si on en avait conscience avant, que mécaniquement, peut-être avant, on passait 1 heure et demie dans les transports. C'était mécanique, un peu comme un robot. Du jour au lendemain, tout s'arrête, après ça reprend. Et là, la plupart des gens ont réalisé à quel point c'était juste plus supportable de passer autant de temps dans les transports. Donc la notion de proximité géographique, elle est importante. Et donc sur Indeed, on peut taper n'importe quel nom de ville, de village. Et c'est ce que font les candidats. Quand ils habitent dans un village, si j'habite à Fuveau, je vais taper Fuveau, je ne vais pas taper Aix-en-Provence. Et je vais regarder exactement à Fuveau, première recherche, quelles sont les offres d'emploi disponibles. Et dans le quoi, les candidats vont pouvoir taper un métier, une entreprise, un secteur d'activité. Ils vont pouvoir taper d'autres mots-clés liés à l'environnement du poste de travail. Le mot-clé télétravail, par exemple, qu'on avait vu augmenter considérablement avant le Covid. Et on voyait bien qu'il y avait un intérêt de la part des candidats, mais pas des recruteurs. Et on peut taper aussi des compétences. Et c'est ce que font de plus en plus de candidats qui cherchent un job pour élargir le champ des possibles, plutôt que taper un métier, un deuxième, un troisième. En plus, il faut avoir la même définition du métier entre candidat et recruteur, ce qui n'est pas toujours évident. Et ils vont de plus en plus taper des compétences, celles qu'on met parfois en haut du CV dans un bloc compétences, donc les 2, 3 compétences phares qui nous définissent. Et du coup, ça va permettre aussi de matcher avec tout un tas de métiers, de secteurs d'activité auxquels je n'ai pas forcément pensé. En faisant cet exercice, vous, en tant que recruteur, et je vous invite à le faire, c'est très intéressant, c'est que si vous tapez le métier que vous recherchez, à l'endroit précis où vous le cherchez, vous allez faire une veille concurrentielle. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la peau du candidat et en 2 clics, vous allez voir le résultat de recherche de combien il y a d'offres d'emploi dans le métier que vous recherchez. Il faut savoir qu'aujourd'hui, rien que sur Marseille, il y a 16 378 offres d'emploi disponibles sur Indeed. Là, j'ai fait la recherche juste avant le webinaire pour avoir un ordre d'idée. Et ce qui est important, c'est de comprendre le parcours du candidat. Vous, en tant que recruteur, vous vous situez souvent dans la zone entre la candidature et l'entretien. Mais ce qui se passe avant est extrêmement important. Apparaître dans les résultats de recherche. Savoir où sont les candidats, sur quel type de support. J'entends parler des fois de Facebook, de TikTok, etc. Ok, ça peut marcher ou ça peut très bien ne pas marcher. Mais si on ne se base pas sur de la donnée, je reviens à la data dont je parlais tout à l'heure, on va démultiplier les sources sans aucune garantie de résultat. Le pire, c'est quand on paye, c'est important de savoir, j'investis, c'est quoi le retour sur investissement. Donc, c'est extrêmement important de savoir où sont les candidats, quelle est la nature des candidats. Par exemple, si vous voulez cibler des jeunes sur Facebook, je vous le dis en toute amitié, c'est mort. Ce n'est plus un site pour les jeunes ne vont pas sur Facebook. Éventuellement TikTok ou Snapchat, mais encore faut-il avoir le talent d'avoir les bons contenus, de bien les cibler, etc. Bon. Ça reste des réseaux sociaux, donc ça peut être une approche plutôt pour la notoriété. Quand on cherche un job, honnêtement, on va sur un site où on cherche un job. C'est très compliqué aujourd'hui, on le voit tous en tant que consommateur qu'on est, d'être happé, hameçonné sur des offres, des produits, des services qui ne vous intéressent pas à travers votre réseau social préféré ou à travers vos emails
ou à travers les SMS ou le téléphone que vous pouvez avoir entre vos mains. Donc, apparaître dans les résultats de recherche, c'est une chose importante. Ensuite, il faut générer de l'intérêt. Quand il y a beaucoup de résultats de recherche, je vous disais, plus de 16 000 offres d'emploi en région PACA, on fera un focus sur un métier tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui fait que le candidat va me voir et qu'est-ce qui fait qu'il va cliquer sur mon offre d'emploi? Donc, je vous donnerai quelques astuces. Et une fois qu'il a lu votre offre d'emploi, l'objectif, c'est qu'il clique sur postuler pour que vous receviez sa candidature. Et ensuite, dans le parcours candidat, extrêmement important, je vous disais que les comportements avaient changé. Comme les candidats ont le choix, quand ils postulent chez vous, il y a 100% de chances qu'il ait postulé également ailleurs. Donc, vous êtes en concurrence directe avec d'autres recruteurs. C'est la prime à la réactivité. Donc, n'attendez pas une semaine, n'attendez pas 15 jours, 3 semaines pour répondre à un candidat. Plus vous répondez tôt, plus vous créez une connexion rapide avec le candidat, plus vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents recruteurs. Et donc, le parcours candidat, il n'est pas linéaire. C'est ce qu'on voit ici avec des points verts et des points rouges. Quand on est côté recruteur, on oublie que le parcours candidat, c'est un parcours du combattant. Ça prend du temps, il y a des déceptions. Savoir que 4 candidatures sur 5 ne reçoivent jamais de réponse, encore aujourd'hui. Donc, même si toutes les entreprises disent « j'ai du mal à recruter », vous qui m'écoutez, qui m'entendez, j'espère, répondez aux candidats. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand on est candidat, et on l'a tous été un jour, que de postuler, de ne pas avoir de réponse. Et donc là, le sentiment déceptif, il est énorme. Avec 2 conséquences directes. Quand je n'ai pas de réponse, soit je m'acharne et je continue à postuler, voire à postuler un peu partout. Et après, on a des recruteurs qui disent « j'ai des candidats qui postulent chez moi qui n'ont rien à voir avec ce que je demande ». Oui, mais il essaye d'augmenter ses chances, un peu comme au loto, de gagner en jouant plusieurs grilles plutôt qu'une. C'est la même chose. Et puis la deuxième chose aussi, en termes d'image et de marque employeur, c'est qu'un candidat, en moyenne, il va peut-être postuler 2 fois dans votre entreprise, quasiment jamais une 3e. Donc, si vous ne l'avez pas répondu, il postulera une première fois, éventuellement une 2e fois, mais quasiment jamais une 3e. Et comme le vivier des candidats s'amenuise, en n'ayant pas répondu quelques semaines, quelques mois auparavant à certains candidats, vous perdez de façon durable ces candidats et donc vous allez perdre énormément en termes d'attractivité et de visibilité. Eric, j'ai une question, une demande de conseil d'Inès qui dit qu'elle a son entreprise n'a pas de lieu fixe pour le moment et qu'elle donc se déplace sur plusieurs villes. Comment faire pour bien préciser cette mobilité sur le poste sur Indeed? Alors que l'entreprise se déplace, je peux le concevoir, mais ce qui est important, c'est quel est le lieu de travail du candidat. Donc, pour répondre à cette question, il faudrait que je sache quelle typologie de candidat c'est. Si c'est un commercial itinérant qui a une zone géographique assez vaste et qui n'a pas de bureau fixe et qui travaille de chez lui, ça pose pas de problème. Par contre, l'entreprise, elle a bien un siège social. Donc, c'est plutôt par rapport à la nature des candidats et des postes des candidats qu'il faut réagir parce qu'ils ont forcément, logiquement, un champ d'intervention géographique. Si c'est un chantier, par exemple, il faut préciser le lieu du chantier, si c'est dans le BTP ou dans la maintenance. Voilà. Je pourrais répondre à la question plus précise. Inès va peut-être nous préciser ça dans le chat. Et en attendant, on a aussi une deuxième question de Florence qui dit les réseaux sociaux peuvent-ils aider pour développer l'attractivité des métiers? Et du coup, quels réseaux vous paraissent les plus opportuns aujourd'hui? Alors, oui, mais ça coûte très cher de faire des vraies bonnes campagnes de pub sur les réseaux sociaux, honnêtement. Là, je vous montrerai tout à l'heure, mais rien qu'avec Indeed, vous avez la possibilité d'avoir une page entreprise, donc l'équivalent d'un petit site carrière gratuit, où vont se retrouver justement les notes et les avis. Et donc, un candidat qui cherche un job, c'est là où il va se renseigner en priorité en termes de volume de trafic sur votre entreprise. Le capter sur un réseau social alors qu'il ne vous connaît pas, etc., ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas inutile, mais ça coûte très cher, c'est du travail long terme et c'est complémentaire. Voilà. Donc, la priorité, c'est au moins d'être visible là où les candidats cherchent un job pour être le plus clair, le plus transparent possible sur ce qu'ils cherchent. Et justement, ce que cherchent les candidats, les principales raisons de la recherche d'emploi aujourd'hui, on vous les a listées ici. Alors, vous avez 2 couleurs, en gros, les recherches urgentes, non urgentes, donc les candidats dits actifs ou passifs, ceux qui sont en poste, en veille, et ceux qui sont en fin de CDD, d'intérim ou tout simplement au chômage ou en fin de formation. En tout cas, les 3 premiers critères sont les mêmes pour les 2 catégories. La première motivation de base, c'est de pouvoir augmenter mon salaire. Encore plus aujourd'hui, c'est un critère de choix indispensable. La rémunération, c'est la base. On ne peut pas se projeter
en tant que candidat s'il n'y a pas cet élément de rémunération, et j'y reviendrai juste après. Ça ne veut pas dire qu'en termes de critères de choix, quand j'ai le choix entre quitter mon entreprise, en choisir une autre, le salaire est prédominant. Mais pour me projeter, dans mon premier choix initial, idéalement, c'est la rémunération. Donc, si vous ne communiquez pas sur la rémunération, vous allez voir qu'il y a un impact très, très lourd en termes d'attractivité, de taux de transformation de candidature. La deuxième chose et la troisième chose peuvent compenser le salaire. Et les candidats regardent les trois en même temps, à savoir les avantages et l'évolution de carrière. À salaire équivalent, c'est ce qui fera vraiment la différence. Une entreprise qui va m'offrir de meilleurs avantages, et les avantages sont nombreux, donc pensez à lister quels sont les vrais avantages dans votre entreprise et pas les choses obligatoires, je prends en charge 50% des frais de transport, etc. Il y a la différence entre l'obligation légale et ce qui est réellement un avantage. Donc, si vous avez une mutuelle plus, si vous prenez en charge une partie des frais de transport, si c'est la voiture personnelle par exemple, une aide au covoiturage, des jours de congé exceptionnels pour les enfants malades, etc. Ça, ce sont des vrais avantages. Des chèques vacances, etc., etc. Et l'évolution de carrière est aussi un point extrêmement important, notamment chez les plus jeunes. Les plus jeunes vont s'orienter davantage vers une entreprise qui va les accompagner, qui va investir sur eux, en se disant, quand je vais rentrer dans cette entreprise, si je ressors au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'ai vu qu'il y avait un programme de formation et d'accompagnement, donc je vais pouvoir grandir dans cette entreprise. Donc, entre l'entreprise A et l'entreprise B, je vais choisir celle qui va me faire grandir. Et si vous ne le dites pas dès l'offre d'emploi, le candidat ne le voit pas, le candidat ne se projette pas. Donc, même s'il a cliqué, il y a de fortes chances que le candidat ne postule pas. Ensuite, je vous disais tout à l'heure l'importance de la marque employeur, des notes et des avis. On peut être pour, on peut être contre. En tout cas, c'est un constat. Et tous, aujourd'hui, en tant que consommateurs, on a aussi ce réflexe, y compris pour les actes d'achat qui ne sont pas importants, mais pour les actes d'achat importants, de se renseigner sur la réputation d'une entreprise avant d'aller plus loin. Si vous faites des travaux chez vous, vous n'allez pas juste aller sur Google et prendre la première entreprise venue si vous voulez lui confier la rénovation entière de votre électricité ou de votre plomberie. Vous allez vous renseigner, vous allez regarder les notes et les avis. Il y a 2 choses importantes à savoir, c'est que aujourd'hui, il y a plus de 9 candidats sur 10 quand ils sont sur Indeed, quand ils ont vu l'offre d'emploi, avant de postuler, qui vont regarder ces notes et ces avis. C'est pour ça que je vous disais que déjà là, vous avez de la matière, vous avez la possibilité de mettre les liens vers vos réseaux sociaux, de dire qui vous êtes, ce que vous faites, de parler de tous les avantages, etc. Et donc d'être incitatif aussi auprès de vos collaborateurs pour être les premiers ambassadeurs de la marque et donc déposer des notes et des avis pour que ça augmente votre attractivité. Et une offre d'emploi efficace, eh ben, elle doit intégrer le salaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si elle n'intègre pas le salaire, même si vous mettez du budget et beaucoup d'argent, il y a 80% des candidats qui ne cliqueront pas sur votre offre d'emploi parce qu'ils ne se projettent pas et parce qu'il a le choix entre vous et tellement d'autres offres d'emploi. Retenez bien que ça va être une obligation légale. Une directive européenne qui a été votée au début de l'été. L'objectif principal de cette directive européenne, c'était la parité homme-femme, parce que poste équivalent, quand un homme ou une femme postule, c'est encore le cas aujourd'hui, hélas, on ne lui propose pas la même rémunération. Donc la transparence salariale, elle est vitale. L'idéal, c'est de mettre le salaire le plus précis possible, mais s'il y a une fourchette de négociation possible, n'hésitez pas à mettre une fourchette, au moins le candidat se projette. Ça évite aussi la déception, et ça évite trop de négociations. Quand on est clair dès le départ, le candidat postule en connaissance de cause. Donc, il ne va pas vous demander 20 000 ou 30 000 euros de plus parce qu'il a vu ce que vous proposiez. OK ? Il y a peut-être 1 ou 2 qui essaiera, qui ne tentent rien à rien, mais en tout cas, ça limite les risques. L'objectif, là aussi, ce n'est pas d'avoir quantité de candidats, mais des candidats de qualité qui postulent en connaissance de cause. Et j'entends souvent dire, moi, j'ai du mal à être transparent parce que je paye moins que les autres. Mon salaire n'est pas assez attractif. Là aussi, basez-vous sur la data. Sur le site Indeed, vous avez 3 onglets. Vous avez la page d'accueil où il y a les recherches. Donc, je cherche quoi, je cherche où, ce que vous avez vu tout à l'heure. Le deuxième onglet qui concerne les notes et les avis sur les entreprises. Et un troisième onglet qui s'appelle salaire. Eh bien, je vous invite à regarder pour les métiers que vous recrutez, dans la zone géographique où vous recrutez, vous allez voir qu'il y a les estimations des salaires qu'on va reprendre nous en permanence, qu'on ajuste en permanence en temps réel. Et donc, ça donne un aperçu très précis des salaires pratiqués. Et vous verrez que dans la plupart des cas, soit vous êtes dans la fourchette, soit vous êtes au-dessus, mais vous n'êtes pas en dessous. Donc là aussi, ne vous basez pas juste sur la perception
que vous pouvez avoir du salaire que vous proposez. Et une fois encore, j'insiste lourdement, important de mettre aussi en parallèle les avantages que vous proposez puisque ça fait partie du package et ça a un impact fort là-dessus. L'autre chose à retenir, c'est l'usage du téléphone mobile. On utilise tous, quand on est recruteur, etc., un ordinateur pour rédiger son offre d'emploi, pour les poster sur Indeed ou ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, la très large majorité des candidats utilisent un smartphone. Et donc, on a oublié ça aussi. On ne l'oublie pas pour les candidats. On s'adresse aux candidats, on sait qu'ils vont vouloir acheter, consulter notre site sur le smartphone. Donc, tout le monde est passé en responsive ou en mobile first, donc un site qui s'adapte au mobile ou un site dédié au mobile. Créer des pages sur les réseaux sociaux parce qu'on a bien conscience que c'est là qu'on va capter le plus de clients. C'est exactement la même chose pour les candidats. Ce qui veut dire que la taille du contenu de votre offre d'emploi, la façon dont on s'adresse aux candidats, doit être adaptée au smartphone. Si votre contenu est aussi long qu'avant, vous voyez bien vous-même que de lire un contenu sur les réseaux sociaux, il doit être beaucoup plus court, beaucoup plus impactant que quand on le lit en format papier sur un journal papier, par exemple, ou quand on le lit sur un écran d'ordinateur. Et la nouveauté aussi, c'est que ça concerne toutes les générations. Tendance à dire, oui, c'est plutôt pour les jeunes, etc. Déjà, quand on recrute sur la base des compétences. C'est une façon de discriminer que de dire je veux recruter des jeunes, je veux recruter que des femmes, que des hommes, que des seniors. On recrute sur la base des compétences. Tout le monde pourra postuler. Et vous verrez que, en fait, sur le smartphone, on touche tout le monde. Même les 50 ans et plus, même les plus de 65 ans. La majorité du trafic Internet aujourd'hui, toutes catégories confondues, est faite sur les smartphones. Et rien que sur Indeed, c'est un des critères qui a le plus évolué sur ces dernières années. On était à un peu moins de 50% il y a 4 ans. On est à près de 70% du trafic qui est mobile aujourd'hui. À nouveau, un petit coup de pub, Virginie, je me permets. La première application d'emploi téléchargée sur Apple Store et Android, c'est Indeed. Donc, n'hésitez pas pour votre bonne visibilité. Je vous disais tout à l'heure, donc pour être en veille et savoir ce qui se passe sur le marché, tapez le quoi et le où. Donc, avant de poster un job, tapez le métier que vous allez recruter à l'endroit précis où vous allez le recruter. Pas le département, mais la ville. Plus on est précis, plus on est efficace. Et vous verrez les résultats de recherche. Donc, si on tape, par exemple, aide à domicile à Marseille, et on peut même être beaucoup plus précis en tapant l'arrondissement de Marseille, parce que dans les grandes villes et les grandes métropoles, c'est le cas à Paris, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher plutôt un arrondissement que l'ensemble de la ville. C'est encore plus vrai à Marseille, où il y a des endroits qui sont mieux desservis que d'autres. Et donc, les gens, s'ils peuvent travailler juste à pied ou en vélo, ça sera plus pratique. Donc, ils vont même taper des arrondissements. C'est pour ça que je dis qu'il faut être le plus précis possible. Et donc, on voit que pour ce métier d'aide à domicile à Marseille, aujourd'hui, on a plus de 1300 offres d'emploi disponibles. Donc, si vous recherchez vous-même une aide à domicile sur Marseille, vous êtes en concurrence avec 1300 autres recruteurs. Là, vous êtes mis dans la peau du candidat en 2 clics. C'est très simple et très rapide à faire. Alors, pour qu'une offre d'emploi soit efficace, on peut même enlever le 60 et se focaliser que sur le 35 parce qu'on a vu que la très large majorité des candidats utilisaient le smartphone. Un intitulé de poste doit être court, clair et concis et ne doit pas dépasser 35 caractères. Plus il est court, plus il est clair, plus ça sera efficace. Donc, on met le métier, on précise homme-femme, femme-homme même d'ailleurs, parce que les femmes dans l'ordre alphabétique sont avant les hommes, et pas que dans l'ordre alphabétique, Virginie, dans bien de domaines. Et donc, on se contente de ça. On ne rajoute pas de choses qui ne sont pas indispensables. C'est la première accroche qui incite le candidat à cliquer sur l'offre pour lire le contenu. Dans le contenu, on pourra expliquer plus en détail le métier, la seniorité du poste, etc., etc. Dans le titre, c'est le métier, uniquement le métier. Pas besoin de rajouter la ville, pas besoin de rajouter l'entreprise. Il le voit dans les résultats de recherche. Si je reviens sur la page d'avant, on voit tout de suite le nom de l'entreprise, on voit le métier, le nom de l'entreprise en dessous, donc on a le logo au-dessus avec la note de la marque employeur et la localisation. Et quand il y a le salaire qui apparaît en bas. Donc, pas besoin de rajouter tout ça dans le titre, ça ressort systématiquement. Ce qu'on voit souvent, donc, c'est une redondance d'informations avec des excès de mots-clés dans le titre, en disant mais si je mets plein de mots-clés, peut-être que ça va mieux matcher, etc. Je vous assure que ça ne marche pas. Vous n'êtes pas obligé de me croire, une fois de plus, on se base, nous, sur la data. C'est contre-productif, ça ne fonctionne pas. Évitez les majuscules aussi, parce qu'avec le smartphone, les majuscules sont moins faciles à lire
que les minuscules. Et en plus, ça envoie un message un peu plus agressif. Alors, c'est inconscient, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Si je vous envoie un petit SMS, Virginie, en disant rappelle-moi en minuscule ou rappelle-moi en majuscule. Oui, le message n'est pas pareil. Voilà, l'intention n'est pas la même. Bah, c'est exactement pareil pour les candidats avec les titres des offres d'emploi. Il y a des règles qualité indispensables. On évite donc tous les symboles, les points d'exclamation, les urgents, etc. Ça donne pas du tout envie, hein, c'est contre-productif. Les recherches de préciser si c'est de l'intérim, du CDD, du CDI, on le met pas dans le titre, vous le mettez dans le contenu et ça ressortira de toute façon. Postuler maintenant, etc. Enfin, on fait pas du marketing là, on va directement à l'essentiel. Les seules choses qu'il faut rajouter en termes de nature de contrat, c'est si c'est pour un stage ou une alternance. Là, on voit qu'il faut mettre impérativement stage, un espace, le métier, ou alternance, un espace, le métier, parce que ça évite justement les clics, les gens qui n'ont pas forcément lu l'offre et qui n'ont pas compris que c'était stage ou alternant. Donc, c'est la seule exception pour lesquelles il faut mettre la nature du contrat. En termes de contenu, je me dépêche un peu pour qu'on ait le temps de répondre aux questions. Lui, il doit faire entre 700 et 2000 caractères. Idéalement, même plutôt 1800. Il y a certains sites qui bloquent. Nous, on ne bloque pas, mais déjà au-delà de 2000, c'est le cas de l'APEC, par exemple, qui bloque au-delà de 2000 caractères. Donc, on n'est pas les seuls à dire que plus c'est long, moins ça marche aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire beaucoup plus court et aller à l'essentiel. Donc, une offre d'emploi, c'est un peu comme la bande-annonce d'un film qui donne envie d'aller voir le film. Je ne spoil pas le film, je ne raconte pas tout le film et je ne donne pas le script du film. Je vais à l'essentiel, je donne envie et je donne les informations essentielles pour le candidat. Donc, je vous ai donné quelques informations tout à l'heure sur ce que le candidat voulait voir, mais pas besoin de faire une liste de courses trop longue de ce que vous attendez, de compétences indispensables et non indispensables, le fameux mouton à 5 pattes. On va à l'essentiel, y compris sur les compétences, pour que le candidat puisse se projeter. Je vais vous donner une autre stat que je n'ai pas mise ici dans les slides, mais on a aujourd'hui 91% des candidats qui s'excluent eux-mêmes d'une offre d'emploi et qui ne postulent pas parce que le degré d'exigence de l'offre d'emploi est trop important. Et le candidat a du mal à faire la différence entre les compétences indispensables réellement recherchées par le recruteur et celles qui ne le sont pas. Et c'est encore plus vrai chez les femmes que chez les hommes, qui sont beaucoup plus honnêtes que les hommes quand elles postulent. Si elles estiment ne pas avoir au moins 80% des compétences demandées, systématiquement, elles vont s'exclure. Les hommes, c'est plutôt 50%. Donc, allez à l'essentiel sur les compétences indispensables, non négociables sur le poste, quitte à faire 2 petits blocs, ce qui est non négociable et ce qui est souhaitable, idéal pour vous, pour que le candidat comprenne bien s'il peut tenter sa chance ou pas. Et en faisant ça, on peut aussi donc avoir des phrases courtes et maximum 30% de bullet points. Donc, les bullet points, c'est les petits tirets. Ça facilite la lecture. Donc, ne pas trop en dire sur votre entreprise, c'est pas ce qui intéresse le candidat au début. On voit souvent des paragraphes très importants des entreprises qui ne parlent que d'elles. Le candidat, il veut qu'on parle de lui. Donc, lui, il a besoin de se projeter. Donc, vous recrutez un comptable, ne passez pas 1000 ans à expliquer que vous êtes une entreprise super inclusive, géniale, etc. Ne passez pas 3 paragraphes à expliquer ce qu'est le métier de comptable. Il le sait, il est comptable lui-même. Par contre, ce que le candidat a besoin de savoir, c'est comptable dans telle entreprise ou telle entreprise, c'est quoi la différence? Donc, la première différence en termes de salaire, en termes d'avantages, en termes de conditions de travail, en termes de formation, en termes de taille d'équipe, en termes d'accueil, en termes d'évolution. Ça, oui, c'est important. Toutes ces choses-là, il faut vraiment les mettre en premier. C'est ce qui est indispensable et c'est ce qui va capter l'intention de vos candidats. Ensuite, vous pourrez parler de votre entreprise pour expliquer un peu plus qui vous êtes en fin de paragraphe. Mais vraiment, parlez au candidat avec les choses qui l'intéressent. Donc, on évite les contenus en stock, ce qu'on fait quasiment tous quand on est recruteur. On a en gros une fiche de poste qui est l'âme d'un directeur, d'un manager et qui vous dit voilà, tu fais un copier-coller de ça, puis tu me rajoutes ça, et donc on se retrouve avec une offre d'emploi à rallonge. Il faut rédiger. C'est pas un copier-coller d'une fiche de poste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les fiches de poste, mais ça donne pas envie.
C'est fait pour expliquer de façon technique ce qu'est le métier quand on voit le candidat en entretien, mais c'est pas fait pour l'attirer à travers une offre d'emploi. Donc, c'est du marketing de l'offre qu'il faut faire. Il faut raconter le job. Et donc, faites-le en interrogeant, par exemple, la personne pour qui vous recrutez dans votre entreprise, le chef d'atelier qui vous dit « j'ai besoin d'un technicien de maintenance ». Ok, raconte-moi ce que doit faire cette personne. Allez voir ce technicien de maintenance et dites-lui « raconte-moi ton métier ». Si je dois recruter un collègue, comment tu parlerais de ton métier? Comment tu parlerais de l'entreprise, de tes conditions de travail? Avec ses propres mots, vous l'enregistrez, vous prenez des notes, vous remettez ça en forme, et là, c'est simple, c'est efficace et c'est rapide. Donc, soyez clair et organisé. Distinguez bien le savoir-être et le savoir-faire, ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills. Donc, le candidat a besoin de savoir les deux. Qu'est-ce qui relève des compétences pures non négociables? Il y a certains métiers pour lesquels il faut impérativement un diplôme, une habilitation. Si je veux être conducteur poids lourd, j'ai beau être super motivé, il faut que j'ai un permis poids lourd. Sauf si vous êtes prêt à faire de l'alternance, de l'apprentissage, à payer le permis, il faut le dire. Et en termes de savoir-être, pareil, pour certains métiers, je ne peux pas être conducteur poids lourd si j'ai une très mauvaise condition physique et que je dois faire du chargement, du déchargement. Il faut que j'ai un minimum le sens du contact, de l'organisation, du respect des règles, du code de la route, etc. Donc voilà, bien distinguer les deux, et ça, c'est valable pour tous les métiers. Ne pas expliquer ce qui est évident, ce que je disais tout à l'heure. Le comptable qui est comptable, il y a plein de choses, il n'y a pas besoin de lui dire. Par contre, entre un comptable junior, senior, confirmé et expert, il y a des différences. Selon la nature de son travail par rapport à la nature de votre activité, il peut y avoir des différences. Donc ça, oui, vous pouvez l'expliquer. Mais dire à un commercial qu'il faut avoir le goût du challenge, le sens du contact, vous pouvez faire l'économie d'une phrase, hein. Pas nécessaire. Tous les éléments indispensables, donc distinguer ce qui est indispensable de ce qui est souhaitable, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est indispensable, non négociable, que le candidat comprenne bien tout de suite qu'il n'y a pas de négo sur ses compétences et ses aptitudes, et puis ce qui est souhaitable, je pense par exemple au niveau de langue, où parfois on a le niveau anglais qui est exigé. Est-ce qu'il est vraiment indispensable pour le poste? C'est un souhait d'avoir ce niveau d'anglais parce que parfois, il va avoir un contact en anglais. Parfois, il y a une conférence interne en anglais. Il y a peut-être parfois quelques documents à traduire en anglais. Mais est-ce que c'est indispensable d'avoir un profil quasiment bilingue pour ce métier-là? À voir. C'est quelque chose qui peut peut-être s'apporter par la formation. Et donc, parler du cadre de travail plus que de l'entreprise. Je te repasse la parole, Virginie, après. Qui est important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le candidat a besoin de se projeter. Donc, plus que l'entreprise créée en 1860, etc., c'est très bien. Mais lui, c'est concrètement, est-ce que je vais être bien accueilli? C'est quoi l'ambiance de travail? C'est quel type de management? C'est quel environnement de travail? C'est combien le nombre de personnes dans mon service? Ça, c'est des choses très concrètes qui intéressent clairement le candidat. Tout à fait. Et donc, du coup, ça répond aussi à la question d'Inès tout à l'heure par rapport à la mobilité qu'il y a à avoir dans son entreprise. Il y a une question complémentaire d'Inès qui demande quels sont les éléments discriminatoires à ne pas mettre dans une annonce, notamment concernant le savoir-être et le savoir-faire. Alors, en gros, si on se contente justement à ce qui est indispensable, on ne fera pas de discrimination. Sur le savoir-faire, il y a des listes très précises, donc il y a des critères discriminatoires autorisés dans certains métiers. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'experts en la matière qui pourront vous dire ce qui est autorisé ou pas autorisé. Il y a des gens à la CCI qui peuvent vous aider. Il y a des juristes qui peuvent vous aider, les cabinets de recrutement aussi. Mais il faut faire très, très attention à ça, en effet. Et à la limite, je vous invite à faire une sorte de petit audit de vos postes. Vous pouvez appeler, une fois n'est pas coutume, mais l'inspection du travail, en disant, voilà, qu'est-ce qui est possible de demander, de ne pas demander. Ils sont de très, très bons conseils aussi pour ça et ils vous diront jusqu'où vous pouvez aller par rapport aux différents métiers. Merci. Donc, les indispensables, vous aurez la présentation, n'oubliez pas. Le salaire, j'espère que vous l'avez bien compris. La nature du contrat, donc bien précisé dans le contrat, c'est un CDD, un CDI, la durée du CDI, pas dans le titre, dans le contenu, un stage, une alternance. Le profil, ça vous avez compris, compétences, attitudes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un élément extrêmement important aussi qui va avec la mobilité géographique, c'est les horaires de travail. S'il y a une souplesse, s'il y a une amplitude horaire, etc., être le plus clair, le plus précis possible,
s'il y a une possibilité d'horaire aménagé, de flex office, c'est-à-dire de travail hybride avec un peu de télétravail, etc., ou de souplesse, ou de jours de congés supplémentaires, etc. Ça, c'est extrêmement important. Le lieu le plus précis possible, et là, pour le coup, ne faites pas l'économie des mots. Il y a beaucoup de candidats qui ont du mal à se projeter sur un lieu géographique. Et quand on ne se projette pas et qu'on a un doute, et qu'on a plus de 1000 offres d'emploi disponibles, bah, on zappe assez vite et on ne revient pas dessus quand on vous a zappé. Donc, n'hésitez pas à mettre aussi les moyens d'accès à votre lieu de travail, à savoir s'il y a un bus, un tram, un métro, un train, un TER, etc. à proximité, une sortie d'autoroute. Comme ça, le candidat se projette assez vite. Et bien sûr, tous les avantages dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont pouvoir compenser parfois un salaire qui n'est pas forcément mieux disant. La pertinence, elle est vitale. Donc, la pertinence, elle ne s'achète pas. La pertinence, c'est ce qui fait la qualité du matching. Donc, en gros, la pertinence, c'est vous allez sur Google, tapez le nom, la marque d'une paire de chaussures. Si on vous propose une commode, vous allez dire c'est pas très pertinent, quoi. Voilà. Si on vous propose pas les bonnes paires de chaussures, pareil. Donc, la pertinence, elle est vitale, mais elle dépend des deux. Donc, elle dépend de ce que va taper le candidat et de ce que vous allez taper vous. Donc, c'est la stratégie de contenu déjà qui est vitale. Le contenu, c'est ce que je vous ai dit. Donc, bien rédiger l'offre d'emploi avec les critères qualité que je vous ai donnés. La deuxième chose qui va impacter la pertinence aussi, c'est votre marque. Donc, est-ce que vous êtes connu, pas connu, votre image de marque, la marque employeur, les notes, les avis. La notion de temps, elle va jouer sur la pertinence aussi. Si ça fait 3 mois que vous avez posté votre offre, mécaniquement, vous allez perdre progressivement aussi en termes de visibilité. Donc, peut-être se dire, ne pas reposter systématiquement l'offre, mais peut-être la refaire, la retravailler. Si vous voyez qu'au bout de 3 semaines, plutôt le délai à avoir en tête, vous avez 0 candidature, commencez à se poser des questions. L'aspect localisation est important, je vous le disais tout à l'heure. Le processus de candidature, je vous en ai parlé un tout petit peu au début, mais il est vital. Donc, il faut être de plus en plus rapide. Thierry Marx nous le disait la semaine dernière dans une conférence qu'on a organisée. Lui-même, tout Thierry Marx qui s'appelle, quand il a un candidat qui postule chez lui, il arrête tout ce qu'il fait, il offre un café, il discute tout de suite avec le candidat, il ne lui donne pas rendez-vous 1 heure plus tard ou le lendemain, sinon il perd le candidat. Même pour lui. Donc, c'est quelle que soit la marque, quelle que soit l'entreprise, aujourd'hui, il faut être réactif. Et donc, les notes et les avis dont je vous ai parlé. Et va se rajouter à ça les comportements des candidats. Tous les candidats ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont en recherche active, frénétique. Il y en a qui sont en veille et qui vont regarder 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Donc, pour certains métiers, il faut être patient. Ce qui veut dire que quand on recrute par rapport à avant, il faut recruter beaucoup plus par anticipation. Je sais que c'est facile à dire, mais le processus est mécaniquement plus lent parce qu'il y a moins de candidats et plus d'offres. Et puis, nous, on va analyser en moyenne 250 agents d'intelligence artificielle comportementale différents à chaque fois qu'un utilisateur vient sur Indeed. Et donc, on va essayer de comprendre en temps réel à chaque fois ce qui se passe pour faire matcher au mieux vos offres avec la demande des candidats et pour faire jouer cette pertinence. Et la différence entre le gratuit et le payant, parce que si vous n'étiez pas là au début, je le répète, Indeed est un site gratuit. Donc, si vous avez un site carrière, votre offre est déjà reprise systématiquement et gratuitement sur Indeed. Vous avez la possibilité de la déposer gratuitement aussi. Et on vous enverra un petit lien avec une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Même si sans vidéo, vous voyez que c'est très simple. Mais j'ai une petite surprise pour vous à la fin de ce webinaire. Donc, vous aurez le lien de cette vidéo. Et donc, parfois, le gratuit peut suffire quand on n'est pas sur un marché tendu. Quand on est sur un marché tendu, comme c'est le cas aujourd'hui, il va falloir avoir cette culture de l'investissement et du retour sur investissement. Et le budget mis sur Indeed vous permet de gagner en visibilité. Et donc, quand on a 1000 offres d'emploi, il y a peu de candidats qui vont aller à consulter la 10e ou 15e page de résultats pour voir votre offre. Donc, vous allez être visible au début, puis après, c'est comme un fil d'actualité sur Twitter. La visibilité baisse avec le temps. Et si en plus votre offre d'emploi n'est pas pertinente, parce qu'il n'y a pas le salaire, etc., vous baissez aussi très fort. Donc, un budget vous permet au moins d'être sûr, d'être visible. Et donc, c'est les impressions qu'on a vues au début du parcours candidat. Au moins être sûr d'être vu pour générer des clics. Si vous n'êtes pas vu, vous êtes sûr qu'aucun candidat va cliquer sur votre offre. Et pour terminer, je vous ai mis cette slide parce que c'est une moyenne. Nous, on a les chiffres réels qui peuvent varier, bien sûr, selon les métiers et les régions. Mais juste pour
continuez à avoir en tête d'où il faut partir pour arriver à recruter une personne. En moyenne, quand on recrute une personne, idéalement, on fait 5 entretiens. Alors, c'est en train de baisser. Aujourd'hui, si on a 2 candidats, voire un candidat, c'est déjà pas mal. Et en moyenne, pour faire 5 entretiens, il faut 20 candidatures. Pour faire 20 candidatures, il faut qu'en moyenne, il y ait 100 candidats qui aient cliqué sur votre offre d'emploi. Et pour qu'il y ait 100 personnes qui aient cliqué sur l'offre d'emploi, il faut qu'il y ait 1000 personnes qui l'aient vue. Donc, ayez ça en tête, juste pour se dire, comme un entonnoir, il faut travailler déjà le haut de l'entonnoir pour être sûr d'avoir du résultat à la fin. Si le haut de cet entonnoir, la visibilité, l'attractivité des candidats, le début du parcours du candidat n'est pas bon, vous êtes sûr, quasiment sûr, de ne pas avoir de gens qui vont postuler et donc de gens qui vont être recrutés chez vous. Vous aurez dans la présentation aussi cette slide qui vous montre où Indeed peut vous aider. Donc parfois, il faut poster des offres d'emploi, parfois il faut aller chasser les candidats, donc utiliser la CVTech pour faire des approches directes, parce que plus les candidats sont sollicités, moins ils cherchent par eux-mêmes, donc il faut aller les voir. Tout l'aspect marque employeur dont je vous ai parlé aussi. Et bien sûr, après, on ne vous oublie pas, si vous avez besoin d'accompagnement, on va vous laisser les coordonnées pour pouvoir nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, la bonne nouvelle, je vous ai promis une bonne nouvelle à la fin du webinaire, c'est celle-ci, c'est qu'on vous offre 100 €. Donc, vous aurez le lien qui va vous être envoyé à travers ce petit lien là qui s'affiche pour vous aider à gagner en visibilité et recruter plus efficacement. Et vous aurez le lien de la vidéo pour vous expliquer comment bénéficier de tout ça également. Voilà Virginie, et je te laisse le mot de la fin et peut-être répondre à des dernières questions. Si on a... Oui, tout à fait. On a une nouvelle question de Florence qui demande si effectivement Indeed fait ce même type d'intervention pour les candidats sur comment trouver une offre d'emploi pertinente sur Indeed en adéquation avec ma recherche, voilà, pour les candidats. Donc, est-ce qu'Indeed organise ce type de webinaire aussi? Oui, alors on en a fait régulièrement et parfois on se déplace aussi même dans les écoles pour expliquer aux candidats. Mais honnêtement, aujourd'hui, les candidats apprennent vite. Ils ont moins besoin d'être accompagnés pour chercher un job, c'est assez nouveau, que des besoins d'accompagnement du côté des recruteurs, quoi. Donc, voilà. Et ça ne nous empêche pas de le faire. D'accord. Et Inès, effectivement, ça serait intéressant de pouvoir échanger aussi avec Inès parce que qui utilise la plateforme d'Indeed et qui dit qu'effectivement parfois des profils postulent et ne correspondent pas forcément à l'offre. Donc ça, malheureusement, c'est pour tous les sites emploi. Voilà. Donc effectivement, s'il peut y avoir un échange avec Inès, on essaiera d'organiser ça pour peut-être travailler l'offre et affiner justement cet entonnoir. Alors, il y a la possibilité de rajouter des questions de présélection sur Indeed quand on dépose une offre, par exemple. Donc pour Inès comme pour les autres. Si vous avez un problème qui est d'avoir trop de candidats tout de suite et des candidats qui ne correspondent pas, la possibilité de mettre des questions feed peut être intéressante. Mais honnêtement, c'est souvent aujourd'hui, le bon côté des choses. Il vaut mieux avoir des candidats à côté, qui postulent et qui sont à côté de la plaque. Ça veut dire que dans le lot, il y en aura quand même un ou deux qui va correspondre que d'avoir personne. Donc, c'est un peu le prix à payer, hélas, parfois, que d'avoir ce genre de candidature qui ne correspond pas. Une question de Nathalie qui demande est-ce que le module de recrutement Flash CHR, je ne connais pas du tout, désolé, est possible d'utiliser sur Indeed? Logiquement, oui, on est compatible avec toutes les plateformes, donc je n'ai pas de certitude, mais je pense que c'est possible, oui, absolument. D'accord. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on a effectivement un petit peu dépassé le temps, mais c'était tellement intéressant et pertinent. En tous les cas, merci à tous pour votre participation. Écoutez, d'abord tous nos remerciements évidemment à Eric Gras pour son intervention et tous ses précieux conseils en cette matinée. Pour rappel, donc le support ainsi que tous les liens utiles vous seront diffusés très prochainement. En tous les cas, une très belle journée à tous. Et puis voilà, il y a de nouvelles questions qui apparaissent. On prend peut-être juste la dernière de Quentin si vous avez le temps. Juste effectivement pour un petit conseil de conclusion, Eric, sur comment fait-on pour travailler son attractivité employeur? Un vaste débat là, peut-être un nouveau webinaire. Je vais faire très rapide. Authenticité. Ne cherchez pas à vous survendre. Dites réellement quelle est votre entreprise. Chaque entreprise a sa propre identité et c'est ça qui fait la différence et c'est ce que veulent voir les candidats. Ça évite aussi d'ailleurs les ruptures de période d'essai à l'initiative des candidats. Quand on survend l'entreprise, il y a une déception qui est très importante.
Donc, chaque entreprise a une histoire. Racontez qui vous êtes, quels sont vos employés, ce que vous faites, la nature de votre activité. Et en étant le plus honnête et le plus transparent possible, à travers l'offre d'emploi et les pages entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va vraiment vous aider et franchement, ça fonctionne. Très bien. Écoutez, en tout cas, encore merci à tous. Merci à Eric. Et on vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver très prochainement lors d'un de nos événements. À bientôt à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.